Une cérémonie de mariage. Au moment où le ministre dit « Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais », une fille se lève. Sa voix tremble, mais ses mots sont clairs. « Arrêtez, vous ne pouvez pas l'épouser. Il ment à tout le monde. » La pièce se fige. Des soupirs de surprise résonnent. Ce qu'elle révèle ensuite change tout. Restez avec moi. Cette histoire vous fera vous interroger. Que feriez-vous si vous connaissiez la vérité? Abonnez-vous, commentez d'où vous écoutez, et plongeons-y. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Les mots traditionnels flottaient dans l'air de l'église, baignés de soleil. Joyce Smith serrait le bord du banc en bois si fort que ses articulations devenaient blanches. À 12 ans, elle n'aurait jamais imaginé être celle qui se lèverait à ce moment-là, mais le poids de ce qu'elle savait pesait sur ses épaules comme un fardeau physique. Sa mère, Deborah, se tenait à l'autel, radieuse dans sa robe crème, semblant plus heureuse que Joyce ne l'avait vue depuis 7 ans, depuis la mort de son père. À ses côtés se tenait Robert Miller, homme d'affaires prospère, figure charismatique de la communauté, et, au cours de l'année passée, le fiancé dévoué de Deborah. Sa main tenait doucement celle de sa mère, son pouce caressant ses doigts de manière rassurante. L'église était pleine de familles, d'amis, et de ce qui semblait être la moitié de leur petite ville côtière de Millbrook. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur les visages attentifs des invités. Le silence s'étira. Le ministre sourit, sur le point de continuer. Le cœur de Joyce battait la chamade contre ses côtes. Sa sœur cadette, Viviane, 15 ans, était assise à ses côtés, remarquant le trouble de Joyce et lui serrant la main. « Ça va ?» chuchota-t-elle. Il y a 3 jours, Joyce aurait célébré ce moment. Sa mère méritait le bonheur après tout ce qu'elle avait traversé. Robert avait été rien de moins qu'un homme bien pour elle, aidant Joyce avec ses candidatures universitaires et apprenant à Viviane à conduire. Il avait ramené de la stabilité dans leur vie. Mais ce que Joyce avait découvert la veille changeait tout. Elle se leva, tremblante. « Joyce ?» Le murmure choqué de sa grand-mère Ruth s'éleva à ses côtés. Chaque tête dans l'église se tourna. Le sourire de sa mère vacilla en apercevant sa fille debout, la confusion assombrissant ses traits. « J'ai quelque chose à dire. » La voix de Joyce sortit plus petite qu'elle ne l'avait prévu. Le ministre avait l'air perplexe. « Jeune fille, est-ce vraiment le moment ou le lieu pour ce malentendu ?»« Ce n'est pas un malentendu, » coupa Joyce, sa voix devenant plus forte alors qu'elle fixait son futur beau-père. L'homme qui était devenu comme un père pour elle, l'homme dont elle portait maintenant les secrets. L'expression de Robert changea presque imperceptiblement, un resserrement autour des yeux, un léger rétrécissement de son regard. « Joyce, chérie, que fais-tu » demanda sa mère, l'embarras et l'inquiétude se peignant sur son visage. L'église était maintenant complètement silencieuse. Joyce pouvait entendre le bruit lointain de la circulation à l'extérieur, le froissement des vêtements alors que les invités se tortillaient de manière inconfortable dans leur siège. « Maman, je suis désolée, mais tu ne peux pas l'épouser. » La voix de Joyce se brisa. « Pas tant que tu ne connais pas la vérité. » Robert fit un léger pas en avant. « Joyce, ce n'est pas le moment ou le lieu pour ce malentendu. »« Ce n'est pas un malentendu, » coupa Joyce, ses mains tremblantes. Elle fixa sa mère, des larmes lui montant aux yeux. « Maman, tu te souviens quand papa est mort? Tu te souviens à quel point nous étions perdus? À quel point nous avons lutté ?» Le visage de Deborah pâlit. « Joyce, arrête ça tout de suite. Robert n'est pas celui que tu crois. » Joyce plongea dans son sac à main et sortit un ensemble de documents pliés. « J'ai trouvé ça dans son bureau quand je l'aidais à organiser ses fichiers hier. » Le visage de Robert perdit toute couleur. « Joyce, tu ne comprends pas ce que c'est. »« Je comprends parfaitement, » répondit Joyce, sa voix maintenant remplie de détermination. « Et je pense que tout le monde ici mérite de savoir exactement qui tu es avant que ma mère ne fasse la plus grande erreur de sa vie. » Les invités du mariage commencèrent à murmurer. La grand-mère de Joyce se leva à ses côtés, essayant de la ramener sur son siège. « Joyce, tu es en train de faire un scandale. »« Je suis désolée, mamie, mais ça ne peut pas attendre. » Joyce déplia les documents, les mains tremblantes. Robert Miller n'est même pas son vrai nom. Le bouquet de Deborah glissa de ses doigts,
les roses blanches se dispersant sur les marches de l'hôtel. « De quoi parles-tu » Robert s'avança légèrement vers Joyce, son sourire habituel remplacé par autre chose, quelque chose de froid qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Joyce, arrête tout de suite. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. »« Je sais exactement ce que je fais, » répondit Joyce, levant les papiers, « et je sais exactement qui tu es. » Elle prit une profonde inspiration, regardant sa mère, confuse, et l'homme qui avait presque été son beau-père. « Et cela a tout à voir avec la façon dont mon père est vraiment mort. » L'église éclata en gazouillis de chocs et de murmures. Déborah vacilla légèrement sur ses pieds, soutenue par le ministre. Les yeux de Robert, autrefois chaleureux et paternels lorsqu'ils se posèrent sur Joyce, contenaient désormais quelque chose de beaucoup plus sombre. Un avertissement, une menace. Et à cet instant, Joyce réalisa que dévoiler la vérité pouvait l'avoir mise en danger plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'heure suivante passa dans un flou. Les invités du mariage avaient été escortés dehors par le frère de Déborah, l'oncle Mark, qui promettait que des explications viendraient au plus tard. Maintenant, Joyce était assise dans la petite salle latérale de l'église, face à sa mère, Robert, et sa grand-mère, Ruth. Viviane restait anxieusement près de la porte, déchirée entre le désir de rester et celui de leur laisser de l'intimité. « Je pense que tu dois t'expliquer, jeune fille, » dit Grandma Ruth, sa voix tendue par la déception. À 73 ans, Ruth Smith avait été le pilier de la famille depuis la mort de Joyce's père, aidant Déborah à élever les filles tout en gérant sa petite boulangerie en ville. Déborah était assise, immobile, sa robe de mariée s'étalant autour d'elle comme du lait renversé, son maquillage maculé par les larmes. « Joyce, que pensais-tu? Nous humilier ainsi ?» Robert se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à la famille, les épaules rigides. Il n'avait pas parlé depuis leur entrée dans la pièce. « Maman, je suis désolé pour le moment, mais tu devais le savoir. » La gorge de Joyce était sèche. 2 jours auparavant, quand j'aidais Robert à organiser son bureau à domicile pour après la lune de miel, j'ai trouvé un tiroir verrouillé dans son bureau. « Tu as fouillé dans mes affaires privées ?» Robert se tourna, sa voix contrôlée mais les yeux flamboyants. « Je ne fouillais pas, » insista Joyce. « J'ai laissé tomber une pile de papiers, et quand je me suis penché pour les ramasser, j'ai remarqué que la clé était tombée d'un livre sur l'étagère. J'étais juste curieuse. »« Curieuse au point de ruiner le jour du mariage de ta mère, » murmura Grandma Ruth. Joyce sortit à nouveau les papiers de son sac. « J'ai trouvé des coupures de presse sur l'accident de papa, des articles que je n'avais jamais vus auparavant, avec des notes écrites dans les marges, et des documents avec un autre nom, James Forster. » La tête de Déborah se redressa soudainement. « Quoi ?» Il y avait une carte d'identité aussi, la photo de Robert mais avec le nom James Forster. La voix de Joyce se renforçait. Et il y avait des relevés bancaires montrant de gros retraits la semaine précédant l'accident de construction de papa. Robert s'approcha de Joyce, mais l'oncle Mark entra dans la pièce, se plaçant entre eux. À 45 ans, Mark avait les mêmes cheveux bruns et des yeux déterminés que sa sœur Déborah. « Laisse-la finir, Robert. Ou devrais-je t'appeler James ?»« C'est ridicule, » dit Robert en ajustant sa cravate. « Je peux tout expliquer. »« Alors explique pourquoi tu as des articles sur la mort de mon mari il y a 7 ans, » dit Déborah en se levant de sa chaise. « Explique pourquoi tu as une identité différente. » Joyce continua. « L'accident de papa sur le chantier a été classé comme une défaillance d'équipement. Mais ces documents suggèrent que ce n'était pas un accident du tout. » Elle regarda directement Robert. « Il y a des notes concernant des polices d'assurance et des paiements à un responsable de site nommé Grayson. » Déborah pâlit. « Grayson ? Derek Grayson était le responsable de site lorsque John est mort. Les documents montrent qu'une personne nommée James Forster a effectué des paiements à Grayson juste avant l'accident de papa, » dit Joyce. « Et après la mort de papa, ce James Forster a disparu. » « Jusqu'à ce qu'il réapparaisse sous le nom de Robert Miller, » compléta l'oncle Mark, l'expression grave, « s'installant dans notre ville, s'intégrant dans notre communauté et poursuivant ma sœur. » Le masque soigneusement construit de Robert commença à se fissurer. Son sourire charmant, celui qui avait conquis Déborah et toute la ville de Millbrook, se tordit en quelque chose de méconnaissable. « Tu as toujours été trop intelligente pour ton propre bien, Joyce, » dit-il doucement, « tout comme ton père. » Le silence tomba dans la pièce. « Alors tu connaissais mon mari »
demanda Déborah, sa voix à peine audible. « Déborah, ce n'est pas ce que ça a l'air. » Robert tendit la main vers elle, mais elle se recula. « Alors qu'est-ce que c'est » exigea-t-elle. « Parce que ça ressemble à un mensonge depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. » Joyce regarda sa mère se transformer sous ses yeux. La mariée dévastée était remplacée par la femme forte qui avait élevé seule 2 filles, celle qui avait reconstruit sa vie après un drame. « Je pense qu'on devrait appeler la police, » dit l'oncle Marc en sortant son téléphone. « Ce serait une erreur, » dit Robert, sa voix soudain froide. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas, des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. » Viviane entra finalement complètement dans la pièce. « Est-ce vrai? As-tu quelque chose à voir avec la mort de notre père ?» Les yeux de Robert s'adoucirent lorsqu'ils se posèrent sur Viviane, la plus jeune des Smith. « Viviane, je n'ai voulu que le meilleur pour cette famille. En nous mentant, en faisant semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Viviane. « Je t'ai fait confiance. Nous t'avons tous fait confiance. »« Je n'ai jamais voulu vous blesser, » dit Robert, et pendant un instant Joyce faillit le croire. Il y avait un véritable regret dans sa voix. « Mais tu as planifié de blesser notre père, » pressa Joyce. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Robert se tourna vers Déborah. « Kat, s'il te plaît, laisse-moi tout expliquer. Pas ici, pas comme ça. »« Ne m'appelle pas Kat, » dit Déborah, sa voix tremblante. « C'est John qui m'appelait comme ça. » La tension dans la pièce fut interrompue par un bruit à l'extérieur. Les portes de l'église s'ouvrirent et des pas s'approchèrent. « Cela doit être le détective McCoy, » dit Joyce doucement. « Je l'ai appelé ce matin après avoir trouvé une photo de toi avec papa dans ses documents. Tu le connaissais avant, n'est-ce pas? Ce n'était pas aléatoire. Tu as ciblé notre famille, spécifiquement. » L'expression de Robert se durcit alors qu'il regardait Joyce. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait ou de ce que tu as mis en mouvement. » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, calculant. « Certains secrets devraient rester enfouis, Joyce, pour la sécurité de tous. » Avant que quiconque puisse réagir, Robert se précipita vers la porte latérale, bousculant Viviane qui tomba contre le mur. Marc se précipita pour l'intercepter, mais Robert était plus rapide, glissant à travers la porte qui menait à l'arrière de l'église. « Arrêtez-le » cria l'oncle Marc, aidant Viviane à se relever avant de poursuivre Robert. Lorsque le détective McCoy entra dans la pièce, Joyce aperçut Robert disparaître par la porte du jardin. Le détective radio pour demander des renforts, mais Joyce savait qu'il pourrait être trop tard. Déborah s'effondra à nouveau sur sa chaise, toujours dans sa robe de mariée, la réalité de la situation s'écrasant sur elle. « Qu'ai-je fait » murmura-t-elle. « Qu'ai-je amené dans nos vies ?» Joyce s'agenouilla à côté de sa mère, prenant sa main. « Ce n'est pas de ta faute, maman. »« Mais si ce que tu dis est vrai ?» Déborah regarda sa fille avec peur dans les yeux. « Alors j'ai presque épousé l'homme qui pourrait être responsable de la mort de ton père. Et maintenant, il est là dehors, et il sait que nous savons. » Le détective McCoy se tourna vers elle, son expression grave. « Madame Smith, nous devons vous mettre, vous et vos filles, en sécurité, tout de suite. » Regardant par la fenêtre la silhouette de Robert s'éloigner, Joyce réalisa soudain que révéler la vérité n'avait pas mis fin à leur cauchemar. Cela ne faisait que commencer. Le détective McCoy avait déplacé la famille Smith dans un motel à la périphérie de la ville. « Juste jusqu'à ce que nous puissions déterminer le niveau de menace », expliqua-t-elle en tirant les rideaux dans la salle familiale qui leur avait été assignée. 2 officiers en uniforme gardèrent l'extérieur. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Déborah était assise à la petite table près de la fenêtre, portant toujours son alliance, pas celle de Robert, mais celle de John, qu'elle avait remise la nuit du mariage raté. « J'aurais dû le savoir, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Joyce qui était assise en face d'elle. « Comment ai-je pu être si aveugle ?»« Il a trompé tout le monde, maman, » répondit Joyce en posant sa main sur celle de sa mère. « Il était prudent, méthodique. » Viviane leva les yeux de son coin du lit où elle avait été à l'affût des chaînes de télévision. « Pensez-vous qu'il a tué papa ?» La franchise de la question pesa dans l'air. Déborah ferma les yeux, la douleur gravée sur son visage. « Nous ne savons pas cela avec certitude, » dit Joyce, bien que les preuves qu'elle avait trouvées pointaient fortement dans cette direction. « La police enquête sur tout. » Le détective McCoy entra dans la pièce, suivi de l'oncle Marc. Elle était dans la quarantaine,
avec des cheveux courts et noirs et des yeux perspicaces qui semblaient tout absorbés d'un coup. « Nous avons examiné le passé de Robert Miller, dit-elle, s'asseyant à la table avec elle. Tout ce qui le concerne est fabriqué. Le vrai Robert Miller est mort il y a 12 ans dans un accident de bateau en Floride. »« Et James Forster ?» demanda Deborah. « Ce nom semble être réel, » répondit McCoy. « Nous avons trouvé des dossiers le liant à l'entreprise de construction de votre mari il y a 7 ans. Il a travaillé dans le département financier pendant environ 6 mois avant l'accident. » « Département financier ?» Deborah fronça les sourcils. « John n'a jamais mentionné quelqu'un nommé James. Cela a probablement été intentionnel de la part de Forster, » expliqua McCoy. « Nous avons découvert des preuves d'escroquerie sur plusieurs comptes de l'entreprise pendant cette période. Lorsque l'audit interne de l'entreprise a été programmé, il semble que Forster ait eu besoin d'une distraction. »« La mort de mon mari était une distraction ?» La voix de Deborah se brisa. Oncle Mark posa une main sur l'épaule de sa sœur. « J'ai parlé ce matin avec Derek Grayson. Il a accepté de venir faire une déclaration complète. » Joyce se pencha en avant. « Que dit-il? Était-il impliqué? » « Il admet avoir accepté de l'argent pour manipuler l'équipement que John utilisait ce jour-là, » dit Mark d'un ton grave. « Il était dans une situation financière difficile, sur le point de perdre sa maison. Forster lui a offert suffisamment pour régler ses dettes. Il a pris de l'argent pour tuer mon père. » Viviane se leva, les poings serrés. « Il prétend qu'on lui a dit que cela ne provoquerait qu'un petit accident, » expliqua McCoy doucement. « Quelque chose qui mettrait le site à l'arrêt pour inspection, donnant à Forster le temps de couvrir ses traces concernant l'escroquerie. »« Mais ce n'était pas mineur, » dit Joyce d'une voix calme. « Papa est mort. » Un lourd silence remplit la pièce. « Ce que je ne comprends pas, » dit enfin Deborah, « c'est pourquoi il est revenu. Pourquoi risquerait-il tout en revenant dans la même ville, en me poursuivant ?» McCoy échangea des regards avec Mark. « Nous pensons qu'il est revenu pour quelque chose qu'il n'a pas pu obtenir il y a 7 ans. »« Quoi ?» demanda Joyce. « La police d'assurance, » répondit Mark. « John avait une police distincte qui ne devenait accessible que lorsque tu te remariais, Kat. Elle était conçue pour s'assurer que tu avais tourné la page et trouvé le bonheur avant de recevoir le paiement final. » Deborah pâlit. Alors toute cette relation était une question d'argent ? 2 millions de dollars, confirma McCoy. De plus, nous avons trouvé des preuves qu'il prévoyait de vider tes comptes personnels après la lune de miel. Il avait déjà préparé les documents de transfert. Joyce se sentit mal. Pendant 1 an, cet homme avait été chez eux, partagé leurs repas, fait partie de leurs moments en famille, tout en planifiant de les dépouiller de tout, y compris de leurs souvenirs de John. « Il y a autre chose, » dit McCoy, son expression devenant plus sérieuse. « Nous avons trouvé un journal dans une unité de stockage louée sous le nom de James Forster. Il contient des entrées qui suggèrent que John Smith pouvait suspecter l'escroquerie avant sa mort. »« John savait ?» murmura Deborah. « La dernière entrée indique qu'il était en train de rassembler des preuves à présenter au conseil, » expliqua McCoy. « Il a écrit qu'il était proche d'identifier la personne responsable. » Ce n'était donc pas seulement pour retarder un audit, réalisa Joyce. Papa allait l'exposer spécifiquement. McCoy hocha la tête. Cela augmente considérablement les enjeux. Ce n'était pas juste une distraction qui a mal tourné, c'était pour faire taire un lanceur d'alerte. Et il est revenu pour finir ce qu'il avait commencé, ajouta oncle Mark d'un ton grave, pour obtenir l'argent et effacer toute connexion restante à ses crimes passés. Un coup à la porte fit sursauter tout le monde. Un des officiers en uniforme entra, l'air inquiet. « Détective, nous venons d'apprendre que Derek Grayson n'est jamais arrivé au poste pour sa déclaration officielle. » McCoy se leva. « Que s'est-il passé ? » Sa femme a signalé sa disparition. Lorsque les agents sont allés chez lui, ils ont trouvé des signes de lutte. Deborah se couvrit la bouche de la main. Il est en train de régler ses comptes. « Je mets la famille en protection immédiate, » ordonna McCoy à l'officier, et lancer un avis de recherche sur Forster, tous les alias connus. « Il y a plus, » dit l'officier avec hésitation. La femme de Grayson a mentionné qu'avant sa disparition, il lui avait dit qu'il avait caché quelque chose il y a des années, quelque chose qui prouverait qu'il était réellement responsable de la mort de John Smith. Le cœur de Joyce s'accéléra. Qu'est-ce que c'était ? Elle ne sait pas, répondit l'officier, mais il lui a dit « Si quelque chose m'arrive,
dit à Joyce Smith de regarder où son père a gardé ses secrets. Ah, tous les regards se tournèrent vers Joyce. « Je ne comprends pas, dit-elle. Quel secret? Papa ne nous a jamais caché de secret. » L'expression de Déborah changea soudainement. « Le phare. »« Quoi ?» demanda Viviane. « L'ancien phare de Turner's Point, » expliqua Déborah. John avait l'habitude d'y aller pour réfléchir. Il l'appelait son bureau secret. Il disait qu'il avait parfois besoin de voir les choses d'une perspective plus élevée. « Ce phare est fermé depuis des années, » dit oncle Mark. « Il n'est même pas sûr d'y entrer. » « Ce qui en ferait un endroit parfait pour cacher quelque chose, » nota McCoy. Elle se tourna vers son officier. « Envoyez une équipe à Turner's Point immédiatement. »« Je dois y aller, » dit Joyce, se levant. « S'il s'agit d'un message pour moi spécifiquement, je pourrais être la seule à le trouver. »« Absolument pas, » dit fermement Déborah. « C'est trop dangereux. »« Maman, papa a laissé quelque chose pour que je le trouve, » insista Joyce. Quelque chose d'assez important pour que Grayson s'en souvienne après toutes ces années. Le détective McCoy secoua la tête. « Ta mère a raison. Nous ne pouvons pas risquer de te mettre en danger. » Un fracas venant de l'extérieur les interrompit. Un des officiers cria, suivi du bruit d'une lutte. McCoy dégaina son arme, faisant signe à la famille de rester en arrière. « Verrouillez-vous dans la salle de bain, » ordonna-t-elle, s'approchant de la porte. Avant qu'elle n'atteigne la porte, celle-ci s'ouvrit en grand. Robert ou James se tenait là, son costume coûteux remplacé par des vêtements sombres non descriptifs, son visage durci dans une expression que Joyce ne reconnaissait pas. « Personne ne bouge, » dit-il calmement, entrant dans la pièce. Dans sa main se trouvait un petit objet noir. « Un détonateur », identifia McCoy, son arme braquée sur lui. « Pose-le, Forster. »« Je préfère Robert maintenant, » répondit-il avec un sourire glaçant. « Je me suis attaché à ce nom. »« Qu'as-tu fait à l'agent Collins » exigea McCoy. « Il fait une sieste, » répondit Robert avec désinvolture. « Il aura mal à la tête en se réveillant, mais il vivra, contrairement à Grayson, qui malheureusement est devenu un risque. »« Que veux-tu » demanda Déborah se plaçant devant ses filles. « Ce que j'ai toujours voulu, Kat, terminer ce que j'ai commencé. » Les yeux de Robert se fixèrent sur ceux de Joyce. « Tu n'as pas pu laisser les choses en l'état, n'est-ce pas? Tu allais tout avoir, une mère qui était heureuse à nouveau, l'université payée, une vie confortable. Mais tu as dû creuser. Là où mon père a gardé ses secrets, » dit lentement Joyce. « Qu'a-t-il trouvé, Robert? Quelle preuve avait-il contre toi ?» Une lueur d'incertitude traversa le visage de Robert, disparut si rapidement que Joyce faillit la manquer. Rien qui comptera après aujourd'hui. Il leva le détonateur. « Maintenant, nous allons tous faire un petit voyage, au phare. Une grande famille heureuse pour la dernière fois. » Le détective McCoy maintenait son arme en position. « Cela ne se produira pas, Forster. »« Je pense que si, » répondit Robert, « parce que j'ai piégé tout cet immeuble avec assez d'explosifs pour le raser. Et si je n'entre pas un code toutes les 30 minutes, ou si j'appuie sur ce bouton, tout le monde ici meurt. Y compris la famille dans la pièce à côté avec leurs 2 jeunes enfants. » Joyce sentit son sang se glacer. Il avait pensé à tout. « Tu mens !» dit oncle Mark, bien que sa voix manquât de conviction. Robert sourit de ce sourire familier et charmant qui avait autrefois semblé si sincère. « Voudriez-vous tester cette théorie, Mark? Pour quelqu'un qui prétend protéger sa famille, vous êtes sacrément prêt à parier sur leur vie. » McCoy abaissa lentement son arme, comprenant la situation impossible. « Mon choix, détective, » dit Robert en désignant la porte. « Maintenant, allons découvrir ce que John Smith a caché toutes ces années, d'accord ? Je suis sûr que ce sera une révélation pour tout le monde. » Alors qu'ils sortaient vers une camionnette qui les attendait, Joyce croisa le regard terrifié de sa mère. Quoique son père ait caché au phare, Robert était prêt à les tuer tous pour l'obtenir. Et alors que les portes de la camionnette se fermaient derrière eux, Joyce réalisa qu'il se dirigeait droit vers le piège que son père avait, sans le savoir, tendu 7 ans auparavant. Le vieux phare de Turner's Point se tenait comme un sentinelle silencieuse contre le ciel assombrissant. Autrefois la fierté de Millbrook, il était tombé en désuétude au fil des décennies, sa peinture blanche écaillée, les fenêtres barricadées, le grand phare au sommet depuis longtemps éteint. Des panneaux d'avertissement déclarant « Danger, interdiction d'entrée » entourèrent le périmètre. Robert conduisit la camionnette sur le chemin d'accès étroit, le détective McCoy assis en face de lui,
ses mains attachées à la poignée de la porte. À l'arrière, Deborah, Joyce, Vivian et l'oncle Mark étaient assis dans un silence tendu, également liés. « C'est de la folie », dit l'oncle Mark alors que Robert se garait près de la base du phare. « Quoi que tu penses être ici, ça ne vaut pas la peine d'ajouter 5 meurtres à ton palmarès. »« Ça vaut tout », répondit calmement Robert, coupant le moteur. « Et techniquement, ce serait 6 meurtres. Le pauvre Derek n'a jamais atteint le commissariat. » Deborah étouffa un sanglot. « Tu es un monstre. »« Je suis un survivant, Kat, » rétorqua Robert, sa voix presque douce. « Je l'ai toujours été. Et ce qui attend dans ce phare pourrait détruire tout ce que j'ai construit. » Joyce fixait le phare à travers la fenêtre de la camionnette. Son père l'y avait amené une fois quand elle avait 10 ans, lui montrant la vue spectaculaire du sommet. « Le bureau secret de papa », avait-il dit avec un clin d'œil. Il lui avait dit que quand la vie devenait compliquée, voir les choses d'en haut mettait les choses en perspective. « Tout le monde dehors », ordonna Robert en ouvrant la porte de la camionnette. L'air salin s'engouffra, apportant le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas. « Et souviens-toi, détective, si tu fais des héros, je déclenche les explosifs à l'hôtel. » Un par un, ils furent conduits vers l'entrée du phare. Le cadenas sur la vieille porte avait été fraîchement coupé. Robert était déjà venu ici. « Après toi », dit-il à Joyce, en lui désignant l'obscurité. L'intérieur sentait le moisi et le sel. Des débris jonchèrent le sol, vieux papier, verres brisés, preuve de passages illicites au fil des ans. Un escalier en colimaçon montait le long du mur circulaire. « Comment sommes-nous censés trouver quoi que ce soit dans ce désordre ?» demanda Vivian, regardant autour d'elle le sol en décomposition. « Nous montons », affirma Joyce avec certitude, vers la salle de la lanterne. Robert hocha la tête avec approbation. « L'endroit préféré de ton père. Montre la voie, Joyce. » L'escalade était périlleuse. Plusieurs marches manquaient ou étaient pourries. Robert tenait le détective McCoy près de lui, le détonateur visible dans sa main. « Pourquoi ne es-tu pas simplement venu ici toi-même? Pourquoi nous impliquer ?» demanda l'oncle Mark entre deux souffles. « Parce que je ne sais pas exactement ce que je cherche, » admit Robert. « Mais Joyce semble avoir l'intuition de son père, et j'avais besoin d'une assurance contre l'interférence de la police. » Au 3e palier, Deborah trébucha, faillit tomber à travers un trou dans le sol. Robert lui attrapa le bras par réflexe. « Fais attention, Kat, » dit-il, un écho de véritable préoccupation dans sa voix. « Ne me touche pas, » siffla-t-elle, se dégageant. « Ne fais pas semblant de te soucier de nous. » Quelque chose traversa le visage de Robert. Douleur, peut-être, ou regret. « Tu ne faisais pas partie du plan initial, » dit-il doucement. « Te rencontrer, tomber amoureux. » Il s'arrêta. « Ça a compliqué les choses. Épargne tes mensonges, » répliqua Deborah. « Tout chez toi est une performance. » La salle de la lanterne au sommet était étonnamment intacte, un espace vitré offrant une vue panoramique sur l'océan et le littoral. Le massif ancien lampadaire restait sombre et silencieux au centre. « Et maintenant ?» exigea Robert, scrutant la pièce vide. Joyce s'approcha de la fenêtre occidentale, où le coucher de soleil projetait de longues ombres sur le sol. « C'est ici que papa se tenait toujours, » dit-elle. « Il disait qu'on pouvait voir toute la ville d'ici, passé, présent et futur. » Elle posa sa main contre le verre, se remémorant la grande main de son père couvrant la sienne, pointant les repères en contrebas. Quelque chose au sujet de ce souvenir la tira, un détail lui échappait. « Arrête de te remémorer et trouve ce pourquoi nous sommes venus, » grogna Robert, sa patience s'érodant. Le détective McCoy attrapa le regard de Joyce, jetant discrètement un coup d'œil à ses mains liées, qu'elle avait essayé de libérer pendant l'ascension. Une communication silencieuse passa entre elles. Joyce se tourna à nouveau vers la fenêtre, réfléchissant. Papa disait toujours que le gardien du phare devait avoir une réserve au cas où la lumière principale échouerait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Vivian. Joyce scruta la pièce, ses yeux atterrissant sur la base de la lampe. Il pourrait y avoir un compartiment de rangement pour les fournitures d'urgence. Elle s'agenouilla près de la massive base de la lampe, passant ses doigts le long de son extérieur en métal rouillé. Ses doigts accrochèrent une petite indentation, un loquet caché. Avec un clic, un panneau s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une mallette étanche, poussiéreuse mais intacte. « C'est ça, » dit Robert, l'excitation perçant son comportement contrôlé. « Ouvre-la. » Joyce hésita,
regardant sa mère. « Fais ce qu'il dit, chérie, encouragea Déborah, ses yeux transmettant un message silencieux. « Fais semblant pour l'instant. » Joyce retira la mallette et la posa sur le sol. Les loquets étaient raides avec le temps, mais ils s'ouvrirent avec un claquement. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable, un ancien modèle mais soigneusement préservé, et une enveloppe scellée avec « Pour Joyce », écrit de la main de son père. Un ordinateur de 7 ans? Robert éclata de rire, incrédule. « C'est ce que John a caché ?»« Les ordinateurs stockent des informations, » souligna le détective McCoy, « des informations qui pourraient être compromettantes pour toi. » Robert s'avança pour saisir l'ordinateur portable, mais Joyce le déplaça. « La note est adressée à moi. »« Ouvre-la », ordonna Robert, le détonateur levé en avertissement. Avec des mains tremblantes, Joyce brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier et une petite clé. « Joyce, » lut-elle à haute voix, « si tu lis ceci, alors mes soupçons étaient corrects, et je ne suis pas rentré chez moi. Il y a un homme travaillant dans notre entreprise qui n'est pas qui il prétend être. J'ai documenté tout cela sur cet ordinateur, mais il est protégé par un mot de passe. » Joyce marqua une pause, levant les yeux vers sa famille. « Continue à lire, » exigea Robert. « Le mot de passe est quelque chose que seul tu saurais. Le nom de l'étoile que nous avons trouvée le jour de ton 10e anniversaire, quand nous avons veillé toute la nuit avec ton nouveau télescope. J'ai aussi laissé une sauvegarde de tout cela avec quelqu'un en qui j'ai confiance, à libérer si quelque chose m'arrive. J'espère que tu n'auras jamais besoin de lire cela. Je t'aime, maman et Viviane. Prenez soin les unes des autres. Papa. » L'expression de Robert s'assombrit. « Une sauvegarde? Avec qui ?» Joyce secoua la tête. Il ne le dit pas. Joyce ouvrit l'ordinateur. Il s'alluma lentement, la batterie étonnamment encore fonctionnelle après toutes ces années. Une invite de mot de passe apparut à l'écran. « Quel est le mot de passe ?» demanda Robert. Joyce se remémora son 10e anniversaire, le télescope que son père lui avait offert, la nuit passée sur le toit de leur maison à identifier des constellations. Il y avait une étoile qu'il n'avait pas pu retrouver sur aucune carte, et son père lui avait laissé le nommer. « Everlight », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Quoi ?» s'écria Robert. « C'est ce que je l'ai appelé, Everlight. » Joyce tapa le mot et l'écran changea, révélant un bureau rempli de dossiers. Robert se plaça derrière Joyce, regardant par-dessus son épaule. « Ouvre le dossier principal. » Joyce cliqua sur un dossier étiqueté « JF ». À l'intérieur, il y avait des dizaines de fichiers, des relevés financiers, des photographies et des fichiers vidéo. « Joue celui-là », pointa Robert vers un fichier vidéo intitulé « Confession ». Joyce cliqua dessus et une vidéo commença à jouer. À l'écran apparut un visage que Joyce reconnaissait, Derek Grayson paraissant beaucoup plus jeune. « Je m'appelle Derek Grayson », commença la voix enregistrée. « Je fais cette déclaration pour John Smith le 15 avril, il y a 7 ans. J'ai été approché par James Forster il y a 3 semaines avec une offre de saboter des équipements sur le site de construction. » La face de Robert se contorsionna de rage. Il a enregistré la confession de Grayson. La vidéo continua, Grayson détaillant comment il avait été payé pour falsifier des équipements de sécurité, croyant que cela ne provoquerait que de légers retards. « Forster m'a dit que personne ne se blesserait. » La voix enregistrée de Grayson se brisa. « Mais quand j'ai réalisé que John allait opérer cette grue lui-même ce jour-là, j'ai essayé de le prévenir. Forster a intercepté mon message. Il savait exactement ce qui allait se passer. » Déborah couvrit sa bouche, des larmes coulant sur son visage. « Il y a plus », dit Joyce, ouvrant un autre fichier. Celui-ci contenait des relevés détaillés du schéma de détournement de fonds, compte, date, montant. « Ton père était méticuleux, » dit Robert, sa voix devenue vide. « Trop méticuleux. »« Tu l'as tué, » dit Viviane, sa voix tremblante de colère. « Tu as tué notre père pour de l'argent. »« Ce n'était pas qu'une question d'argent, » répondit Robert, une pointe de désespoir s'immisçant dans sa voix. « John allait tout ruiner. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. »« Et ensuite, tu as passé des années à planifier ton retour, » continua Joyce, les pièces s'assemblant enfin. « Tu as étudié notre famille, tout appris sur nous, créé la personnalité parfaite pour séduire maman. »« Ce n'était pas qu'un acte, » dit Robert, regardant Déborah avec quelque chose qui ressemblait à du véritable regret. « Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit pour vous. »
Mais tu l'as fait, réalisa Déborah, étudiant son visage. Tu es vraiment tombé amoureux de moi, n'est-ce pas, de cette famille? L'expression de Robert se durcit. Peu importe maintenant. C'est pour ça que tu as hésité, dit Joyce. Tu as eu des occasions d'accéder au compte de maman avant le mariage, mais tu as attendu. Tu étais en conflit. Assez de psychoanalyse, rétorqua Robert. Il fit un geste vers l'ordinateur. Ferme-le. Nous partons, et nous emportons ça avec nous. Et ensuite, demanda la détective McCoy, ses mains désormais complètement libérées des liens. Nous tuer tous? Il n'y a pas d'issue à cela, Forster. L'expression de Robert devint calculatrice. J'ai toujours le détonateur. Tant que je l'ai, j'ai un levier pour négocier. Une rafale de vent soudain fit vibrer les panneaux de verre de la lanterne. Dehors, le ciel était devenu sombre et la pluie commença à s'abattre contre les fenêtres. Il n'y a pas de négociation possible après plusieurs meurtres, dit fermement McCoy. Mais si tu te rends maintenant coopères avec l'enquête, je peux m'assurer que le procureur sache que tu t'es rendu. Robert éclata de rire, amèrement. Belle tentative, détective. Tu es encerclé, Forster, continua McCoy. Regarde par la fenêtre est. Robert jeta un coup d'œil dehors et vit des lumières de police clignoter à la base du phare, à peine visibles à travers la pluie qui s'intensifiait. Tu bluffes, dit-il, mais l'incertitude s'était immiscée dans sa voix. Il ne risquerait pas la vie des otages au motel. Il n'y avait jamais d'explosif, dit l'oncle Mark, la réalisation lui venant. C'était un bluff. Le motel a été évacué pendant que nous conduisions ici, confirma McCoy. Ton dispositif a déclenché une alarme silencieuse quand tu l'as activé. Procédure standard. Le visage de Robert perdit sa couleur. Il leva le détonateur, son doigt planant au-dessus du bouton. Restez en arrière, ça reste relié à des explosifs dans la camionnette, assez pour faire s'effondrer ce phare entier. Joyce se leva lentement, l'ordinateur serré contre sa poitrine. C'est fini, Robert. Quoi que tu aies ressenti pour nous, si une partie de tout cela était réelle, ne fais pas ça. Les yeux de Robert parcoururent les visages qui l'entouraient. La détective confiante, l'oncle Mark déterminé, Viviane défiant, Déborah le cœur brisé, et enfin Joyce, la fille qui avait vu à travers sa tromperie. « Je t'ai aimé, Kat », dit-il doucement. Pour ce que ça vaut, cette partie n'était pas un mensonge. Dans un mouvement fluide, la détective McCoy se jeta en avant, mais Robert était déjà en train de descendre l'escalier. Dans le chaos, le détonateur tomba au sol. « Arrêtez-le » cria McCoy. Robert disparut dans l'escalier en colimaçon, ses pas résonnant contre les marches métalliques. McCoy le suivit immédiatement, son arme désormais dégainée d'un holster à la cheville qu'il n'avait pas remarqué auparavant. L'oncle Mark se mit à suivre, mais Déborah lui attrapa le bras. « Les enfants, Mark. Reste avec les filles. » Un instant plus tard, ils entendirent des cris venant d'en bas, suivis du son inconfondable d'une lutte. Puis, un seul coup de feu résonna dans l'escalier. Joyce, Déborah, Vivian et Mark se figèrent, fixant l'entrée de l'escalier, attendant dans un silence terrifié de voir qui émergerait. Le bruit des pas montants sembla durer une éternité. La détective McCoy émergea de l'escalier, haletante. Du sang tachait sa manche gauche, mais elle était debout et avançait délibérément. « Il est blessé, mais il continue de courir », dit-elle d'un ton grave. « Du renfort arrive, mais cette tempête rend la situation difficile. » L'ancien chemin de planche s'est effondré, coupant l'approche principale. L'oncle Mark s'approcha pour aider McCoy, examinant son bras. « Une balle l'a effleuré. Tu as besoin de soins médicaux. »« Je vais bien, » insista-t-elle. « Mais nous devons sortir tout le monde d'ici. Cette structure n'est pas sûre par ce temps. » Dehors, la tempête avait intensifié dramatiquement. Des éclairs illuminaient la mer déchaînée en contrebas, et le tonnerre secouait le vieux phare jusqu'à ses fondations. La pluie fouettait les fenêtres avec une force terrifiante. « Comment on descend » demanda Viviane, regardant nerveusement l'escalier endommagé. « Avec précaution » répondit McCoy. « J'irai la première, Mark fermera la marche. Restez près du mur où les marches sont les plus sûres. » Joyce serra l'ordinateur contre sa poitrine, protégeant l'héritage de son père. « Et Robert, il pourrait nous attendre. Les agents fouillent les lieux, » lui assura McCoy. Mais il se dirigeait vers le chemin des falaises quand j'ai perdu sa trace. Par ce temps, cet itinéraire est pratiquement un suicide.
Déborah regardait l'orage. Il est désespéré. Les gens désespérés prennent des risques désespérés. Alors qu'ils commençaient leur descente prudente, Joyce remarqua l'expression vide de sa mère. « Maman, ça va ?»« Je l'aimais, Joyce, » murmura Déborah, sa voix à peine audible au-dessus du vent hurlant et des grincements du phare. « Ou du moins, j'aimais qui je pensais qu'il était. Comment ai-je pu me tromper à ce point ?»« Il a trompé tout le monde, » rappela Joyce. « Il a mis des années à perfectionner sa tromperie. » Déborah secoua la tête. « Une mère doit protéger ses enfants. » « Au lieu de ça, j'ai amené un meurtrier dans notre maison. J'ai failli épouser l'homme qui a tué ton père. »« Ce n'est pas ta faute, » insista Joyce, guidant sa mère sur une autre marche. L'escalier grogna de manière inquiétante sous eux. McCoy arrêta le groupe. « Un à la fois à travers cette section. Les supports sont compromis. » Lentement, ils naviguèrent dans cette descente périlleuse. Quand ils atteignirent le palier du 2e étage, une rafale de vent énorme secoua le phare, et la structure tanguait de manière alarmante. « Bougez !» cria McCoy. « Nous devons descendre au rez-de-chaussée maintenant !» Ils se précipitèrent vers les escaliers restants, aussi vite que la sécurité le permettait. Juste au moment où ils atteignaient le rez-de-chaussée, un craquement assourdissant retentit au-dessus d'eux. Le métal se tordit et grogna alors qu'une portion de l'escalier supérieur se détachait du mur, s'écrasant dans l'espace qu'ils avaient occupé quelques instants auparavant. « Dehors !» ordonna McCoy en les dirigeant vers la porte. Toute la structure pourrait s'effondrer. La pluie les fouetta alors qu'ils émergeaient dans la tempête. Les lumières de police clignotaient au loin, mais les agents qui approchaient luttaient encore avec le trottoir effondré. « Le van a disparu », remarqua l'oncle Mark, pointant l'espace vide où Robert avait garé sa voiture. « Il ne peut pas être allé loin », dit McCoy, scrutant les environs. « Pas avec ce temps et une balle dans l'épaule. » Ils se dirigèrent vers un petit abri de maintenance à environ 50 mètres du phare, la seule autre structure offrant un abri contre la tempête violente. En s'approchant, Joyce s'arrêta soudain. « Attendez !»« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda McCoy, sa main se déplaçant vers son arme. « Il y a quelqu'un à l'intérieur » dit Joyce, pointant une faible lumière visible à travers la vitre sale de l'abri. McCoy fit signe à tout le monde de rester en arrière, pendant qu'elle s'approchait prudemment, arme au poing. À travers le verre strié de pluie, il pouvait distinguer une silhouette courbée dans le coin. « Forster » appela McCoy. « Police, sortez avec les mains en l'air. » Aucune réponse ne venait de l'intérieur de l'abri. McCoy essaya la poignée de la porte. Elle était déverrouillée. D'un mouvement rapide, elle poussa la porte, arme levée. Robert était assis sur une caisse retournée, sa chemise blanche désormais cramoisie de sang s'étendant de son épaule droite. Son visage était livide, sa respiration difficile. Le déclencheur était à ses côtés sur le sol, ainsi qu'un téléphone affichant un compte à rebours de 3 minutes. « C'est fini, Forster », dit fermement McCoy. « Jette toutes les armes et mets les mains où je peux les voir. » Le rire de Robert se transforma en une toux douloureuse. « Ce n'est jamais fini, détective, pas vraiment. » Déborah avança, ignorant le geste d'avertissement de McCoy. « Qu'as-tu fait, Robert ?»« Police d'assurance, » répondit-il faiblement en désignant le téléphone. « Interrupteur de mort. Si je ne le réinitialise pas toutes les 5 minutes, il se déclenche. J'ai déjà raté un check-in. »« Ça déclenche quoi ?» exigea McCoy. « Le van, » dit Robert. « Je ne bluffais pas sur les explosifs. » Juste sur l'endroit où ils étaient plantés. L'oncle Mark regarda vers le phare où le van avait été garé. « Mais le van est parti. »« Je l'ai déplacé, » confirma Robert, un sourire sinistre se formant. « Plus près de quelque chose de plus précieux. » Joyce suivit son regard à travers la petite fenêtre, vers le bord de la falaise, où à peine visible à travers la pluie torrentielle, l'ombre du van pouvait être aperçue, garé directement au-dessus de la conduite de gaz souterraine qui alimentait toute la partie est de Millbrook. « Tu es fou », souffla McCoy, réalisant l'implication. « Cela détruirait la moitié de la ville. »« Seulement la moitié qui compte, » répondit Robert. « Les preuves, le poste de police, le palais de justice. Une ardoise vierge. »« Et nous ?» ajouta Joyce, comprenant. « Tu as planifié tout ça depuis le début. Si tu ne pouvais pas avoir ce que tu voulais, personne ne le pourrait. »« Tu as forcé ma main, Joyce, » dit Robert, sa voix s'adoucissant. « Nous aurions pu être une famille. J'aurais rendu ta mère heureuse. »« En vivant un mensonge ?» demanda Déborah,
la voix brisée, en faisant semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tout le monde fait semblant, répliqua Robert. Tout le monde porte des masques. Le mien n'était juste plus complet. Le compte à rebours sur le téléphone défilait, 2 minutes restantes. Désarme-le, exigea McCoy. Robert secoua la tête. Impossible. Une fois la séquence lancée, elle ne peut pas être arrêtée à distance. Il faudrait désarmer manuellement l'appareil dans le van. Alors dis-nous comment, insista McCoy. Et abandonner mon seul levier, je ne pense pas. Robert grimaça, pressant sa main contre son épaule blessée. Mais je pourrais être persuadé de vous aider, en échange de certaines considérations. Tu ne négocies pas ta sortie de plusieurs charges de meurtre, dit McCoy sèchement. Alors je suppose que nous partons tous ensemble, répondit Robert, s'adossant au mur avec un calme étrange. Joyce regarda le minuteur. 1 minute 30 secondes maintenant, puis retourna son regard vers sa mère et sa sœur. Tout ce qu'ils avaient redécouvert, tout ce pourquoi ils avaient à lutter, serait perdu. L'épreuve de son père, son dernier message pour elle, la justice pour sa mort, tout cela serait effacé dans une explosion qui détruirait leur ville et tous ceux qu'elles aimaient. « J'irai, » dit soudain Joyce. « Dis-moi comment le désarmer, et je le ferai. » Joyce, non. Déborah attrapa le bras de sa fille. « Il n'y a pas de temps pour que quelqu'un d'autre y aille, » argumenta Joyce, regardant le minuteur qui diminuait rapidement. « Je suis la plus rapide. »« Tu n'y arriveras pas, » dit Robert, l'étudiant. « Même si je te disais comment, le minuteur est trop court maintenant. »« Alors nous allons tous mourir, y compris toi, » rétorqua Joyce. « C'est vraiment comme ça que tu veux que ça se termine ?» Quelque chose changea dans l'expression de Robert, un éclat de l'homme qu'ils avaient cru être, l'homme qui avait rejoint leur dîner en famille et aidé avec les devoirs, qui avait fait rire Déborah à nouveau après des années de chagrin. « Le fil rouge, dit-il enfin. Coupe le fil rouge, puis entre le code 7315 sur le clavier à l'intérieur du panneau. Ne lui fais pas confiance, avertit l'oncle Mark. Il nous a manipulés depuis le début. Nous n'avons pas le choix, dit Joyce, se dirigeant déjà vers la porte. Attends, appela Robert. Il plongea la main dans sa poche, grimaçant de douleur, et en sortit une petite clé. Tu auras besoin de ça pour ouvrir le panneau. Il la lança à Joyce, qui la rattrapa en plein vol. Joyce, s'il te plaît, supplia Déborah. Il doit y avoir une autre solution. Je t'aime, maman, dit Joyce, reculant vers la porte. Prends soin de Viviane. Avant que quelqu'un puisse l'arrêter, Joyce se précipita dans la tempête, l'ordinateur portable bien au chaud sous sa veste et la clé serrée dans sa main. La pluie était si forte qu'on aurait dit qu'elle courait à travers une cascade. Des éclairs illuminaient momentanément le chemin dangereux menant au bord de la falaise où le fourgon l'attendait. Le vent la faisait presque tomber à chaque rafale puissante. Derrière elle, elle pouvait entendre les appels désespérés de sa mère, rapidement noyés par la fureur de la tempête. 50 mètres, 40. Le sol sous ses pieds devenait de plus en plus traître à mesure qu'elle s'approchait du bord de la falaise. Le fourgon se tenait là, sombre et sinistre, ses portes arrière tournées vers la mer. 20 mètres. Joyce glissa sur la boue, s'écrasant à genoux. L'ordinateur portable glissa dessous sa veste, dérapant sur plusieurs mètres. Elle se précipita après lui, le récupérant, vérifiant frénétiquement pour s'assurer qu'il n'était pas endommagé. 20 mètres. Combien de temps lui restait-il? Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Le fourgon se rapprochait. 10 mètres. 5. Joyce atteignit le véhicule, tirant sur les portes arrière. Elles étaient verrouillées. Elle se dirigea vers la porte du conducteur, la trouvant heureusement déverrouillée. En montant à l'intérieur, elle aperçut immédiatement l'appareil fixé au tableau de bord, un enchevêtrement complexe de fils reliés à ce qui ressemblait à des briques de pâte à modeler. Mais Joyce savait qu'il s'agissait d'explosifs. Le minuteur affichait 00.17 secondes. Les mains tremblantes, Joyce inséra la clé dans le petit panneau de l'appareil. Celui-ci s'ouvrit, révélant un désordre de fils colorés. Rouge, bleu, vert, jaune. Ils se ressemblaient tous dans la faible lumière. 13 secondes. Joyce sortit son téléphone, activant la lampe de poche. Là, un fil rouge courait du minuteur au détonateur. 10 secondes. Elle avait besoin de quelque chose pour le couper. Regardant autour d'elle frénétiquement, elle aperçut une petite trousse à outils coincée sous le siège passager. Elle se jeta dessus, ses doigts se fermant autour d'une paire de coupe-fils. 7 secondes. Retour à l'appareil,
Joyce positionna les coupe-fils autour du fil rouge. Robert mentait-il? Était-ce le bon fil? Si jamais il avait menti, les prochaines secondes seraient ses dernières. 5 secondes. Pas le temps de douter. Joyce ferma les coupe-fils, sectionnant le fil d'un coup sec. Le minuteur s'arrêta. 0003. Joyce laissa échapper un souffle tremblant, ses mains tremblant au point qu'elle pouvait à peine tenir les coupe-fils. Maintenant, pour le clavier. 7, 3, 1, 5. Elle tapa les numéros et l'appareil émit un léger bip, les lumières de son affichage s'éteignant. C'était fait. Elle avait désamorcé la bombe. Joyce s'effondra contre le siège, l'adrénaline cédant la place à l'épuisement. À travers le pare-brise strié de pluie, elle pouvait voir des silhouettes s'approchant de l'atelier de maintenance. Sa famille, venant la retrouver. Mais alors qu'elle se décalait pour sortir du fourgon, son pied heurta quelque chose sur le sol. Regardant en bas, elle vit une enveloppe manille partiellement cachée sous le siège du conducteur. Joyce la saisit, curieuse. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, fanée et usée sur les bords, comme si elle avait été maniée de nombreuses fois. Elle montrait 2 jeunes hommes en toge de diplômés, les bras autour des épaules, l'un de l'autre, souriant à l'appareil photo. L'un d'eux était sans conteste son père. L'autre? Robert? Murmura Joyce, étudiant le visage de l'homme beaucoup plus jeune qui allait un jour devenir son presque beau-père. Elle retourna la photo. Écrite au dos dans l'écriture de son père, John et James remise des diplômes du MIT, frères en tout sauf le sang. Joyce fixa les mots, une nouvelle et terrible compréhension se levant en elle. La porte du fourgon s'ouvrit violemment, et le détective McCoy apparut, trempé et essoufflé. « Joyce, merci Dieu, nous pensions que… » Elle s'arrêta, voyant la photographie dans la main de Joyce. « Ils se connaissaient, » dit Joyce d'une voix éteinte. « Ils étaient amis, meilleurs amis. » McCoy prit la photo, l'examinant de près. Cela change tout. Alors que Deborah et Viviane atteignaient le fourgon, étreignant Joyce avec des sanglots soulagés, elle ne pouvait détacher les yeux de la photographie. Son père et son tueur, autrefois aussi proches que des frères. Pourquoi Robert n'avait-il jamais mentionné cette connexion? Qu'est-ce qui avait pu transformer une telle amitié en mobile de meurtre? Et le plus troublant de tout, quels autres secrets restaient enfouis dans le passé de leur famille? 3 jours plus tard, Joyce était assise dans le bureau du détective McCoy au poste de police de Millbrook. La tempête était passée, laissant derrière elle une traînée de dommages mineurs dans toute la ville, mais rien comparé à la dévastation qui aurait pu se produire si le gazoduc avait explosé. Robert, ou James, comme Joyce pensait désormais à lui, était sous garde à l'hôpital du comté, se remettant de sa blessure par balle. Il avait été inculpé pour le meurtre de Derek Grayson, plusieurs chefs d'accusation d'enlèvement, de tentatives de meurtre et une multitude de crimes financiers liés à l'escroquerie de 7 ans auparavant. « Comment va ta mère » demanda McCoy, posant 2 tasses de café sur le bureau. « Mieux que prévu » répondit Joyce, acceptant la tasse avec gratitude. Elle est plus en colère que le cœur brisé maintenant. C'est un progrès, je pense. McCoy hocha la tête. Et l'épreuve du portable de ton père? Le procureur dit que c'est solide, confirma Joyce. Les dossiers financiers, le témoignage vidéo de Grayson, tout. Même sans la confession de Robert, ils ont suffisamment de preuves pour l'envoyer en prison longtemps. Bien, dit McCoy. Elle hésita puis glissa un dossier à travers le bureau. Je pensais que tu devrais voir ça avant que je l'ajoute au dossier officiel. Joyce ouvrit le dossier pour trouver des impressions d'anciens emails. Une correspondance entre son père et James Forster datant de plus de 15 ans. Nous avons récupéré cela dans les archives d'emails de ton père, expliqua McCoy. Cela a pris un certain temps pour les récupérer, mais ils racontent toute une histoire. Joyce parcourut les messages, reconstituant un récit qu'elle n'avait jamais connu. Son père et James avaient été inséparables depuis leurs années de collège au MIT, leur amitié évoluant en partenariat commercial lorsqu'ils fondèrent Smith Engineering ensemble. Ils étaient cofondateurs? Joyce releva la tête, choquée. Je ne le savais pas. Papa parlait toujours de ça comme si c'était sa société à lui seul. C'est parce que ce qui s'est passé ensuite, dit McCoy, pointant une série d'emails d'il y a 12 ans. Joyce les lut attentivement. Les messages documentaient un conflit amer concernant la direction de l'entreprise. James voulait poursuivre des contrats gouvernementaux
à haut risque et à forte récompense, tandis que John plaidait pour une croissance stable et durable. Le désaccord devint personnel avec des accusations de trahison des deux côtés. Ils ont dissous leur partenariat, réalisa Joyce. Papa l'a racheté. Pour une fraction de ce que James pensait que l'entreprise valait, ajouta McCoy. Selon ses emails, James se sentait trahi, surtout lorsque Smith Engineering décrocha un contrat majeur pour une autoroute l'année suivante. Donc, tout cela était une question de revanche, demanda Joyce, les pièces s'assemblant. Il a détourné de l'argent pour récupérer ce qu'il pensait mériter, et quand papa l'a attrapé, il s'est assuré que ton père ne puisse pas l'exposer, conclut McCoy gravement. Puis il a disparu jusqu'à ce qu'il puisse créer une nouvelle identité en tant que Robert Miller. Mais pourquoi revenir, se demanda Joyce. Pourquoi ne pas juste rester disparu avec l'argent qu'il a volé? C'est là que cela se complique, dit McCoy, se tournant vers les dernières pages du dossier. Voici des dossiers des polices d'assurance de ton père et de ses participations dans l'entreprise. À sa mort, la majorité de ses actions chez Smith Engineering ont été placées dans un trust pour toi et ta sœur, géré par votre mère, jusqu'à ce que vous ayez tous les deux 25 ans. Mais Robert, James, ne pouvait pas accéder à cet argent par des moyens normaux, déduisit Joyce. Exactement. Le versement d'assurance qui accompagnerait le remariage de ta mère était juste un bonus. Son véritable objectif était toujours Smith Engineering, confirma McCoy. En épousant ta mère, il aurait gagné de l'influence sur le trust, potentiellement même le contrôle de l'entreprise qu'il avait cofondée. La vengeance ultime, murmura Joyce. Récupérer l'entreprise et remplacer papa de toutes les manières, dans les affaires et dans notre famille. Cela semble avoir été le plan initial, acquiesça McCoy, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Il est réellement tombé amoureux de maman, dit Joyce, de nous tous. McCoy hocha la tête. L'évaluation psychologique suggère que ses sentiments sont devenus authentiques, créant un conflit intérieur. C'est probablement pourquoi il a retardé l'accès au compte de ta mère. Pourquoi il a passé tant de temps à s'intégrer dans votre vie de famille. Il est devenu le masque qu'il portait, réfléchit Joyce. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, dit McCoy. Les agents sous couverture ont parfois du mal avec leurs doubles identités. Dans le cas de Robert, la frontière entre vengeance et rédemption est devenue floue. Joyce se pencha en arrière, traitant cette révélation. « Lui as-tu parlé de ce que nous avons trouvé? De la photo ?»« Pas encore, » répondit McCoy. « Nous voulions d'abord rassembler toutes les preuves, mais il y a autre chose que tu devrais savoir. » Elle hésita. « Il demande à te parler. » Joyce ressentit un frisson parcourir son échine. « Moi? Pourquoi ?» Il ne le dit pas. Juste qu'il a quelque chose d'important à te dire, quelque chose qu'il ne partagera qu'avec toi personnellement. Penses-tu que je devrais y aller? McCoy l'étudia attentivement. C'est entièrement ta décision, Joyce. Personne ne te blâmerait de refuser. Mais s'il y a plus à apprendre sur ton père, sur ce qui s'est réellement passé. Joyce pensa à la photo de son père et de James, jeunes, heureux, avec toute la vie devant eux. Qu'est-ce qui avait transformé une telle amitié en quelque chose de si toxique? J'irai, décida-t-elle, mais je veux que maman et Viviane soient au courant de tout d'abord. Elles méritent toute la vérité avant que je le voie. La chambre d'hôpital était sparse, avec un agent en uniforme stationné devant la porte. Robert, James, était allongé dans le lit, son épaule lourdement bandée, son poignet menotté à la barre. Il avait l'air plus petit d'une certaine manière, la présence charismatique qui avait dominé leur vie pendant 1 an, désormais diminuée. Il leva les yeux en entrant Joyce, la surprise, et quelque chose comme un soulagement traversant ses traits. « Joyce, dit-il, sa voix rauque, je ne pensais pas que tu viendrais. »« J'ai failli ne pas venir, » répondit-elle, restant près de la porte. Il lui fit signe maladroitement de s'asseoir sur une chaise avec sa main libre. « S'il te plaît, assieds-toi. »« Je préfère rester debout. » Il hocha la tête, acceptant cela. « Le détective McCoy m'a dit que tu as trouvé la photo et les emails. »« Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» demanda Joyce. « Concernant ton histoire avec papa ?» Une expression de douleur traversa son visage. Est-ce que cela aurait fait une différence? Est-ce qu'apprendre que j'ai un jour considéré John Smith comme mon frère ferait que ce que j'ai fait serait moins impardonnable? Peut-être pas, reconnut Joyce. Mais nous aurions pu comprendre pourquoi.
James détourna le regard, vers la fenêtre où la lumière du soleil de l'après-midi se déversait. J'aimais ton père autrefois. Il était la chose la plus proche de la famille que j'ai jamais eue. Quand nous avons commencé l'entreprise ensemble, je pensais que nous construisions quelque chose qui durerait pour toujours. Que s'est-il passé? La vie s'est produite. Des visions différentes, des priorités différentes. Il soupira lourdement. John a toujours été le prudent, le planificateur. J'étais le preneur de risques. Quand une opportunité est arrivée pour un contrat gouvernemental majeur, j'ai vu notre chance de devenir quelque chose de vraiment significatif. John ne voyait que les risques. « Alors tu as divisé l'entreprise » suggéra Joyce. « Divisé » James rit amèrement. « Il m'a forcé à sortir. » Il a utilisé une clause dans notre contrat à un moment de faiblesse. J'avais fait de mauvais investissements personnels. J'avais besoin d'argent rapidement. Il a proposé d'acheter mes actions à une fraction de leur valeur. Je n'avais d'autre choix que d'accepter. Et ensuite, l'entreprise a réussi au-delà de tes attentes, devina Joyce. Dans les 2 ans qui ont suivi, Smith Engineering valait 10 fois ce que John m'avait payé, confirma James. Le contrat autoroutier que j'avais poussé est enfin arrivé. Toutes mes projections, tout mon travail. Il en a profité pendant que je regardais depuis les lignes de touche. Alors tu es revenu pour lui voler. James resta silencieux un moment. Je suis revenu pour prendre ce que je croyais être à moi de droit. L'escroquerie était calculée. De petites sommes prélevées sur des dizaines de comptes, rien qui ne soit remarqué immédiatement. Mais John a toujours été méticuleux avec les comptes. « Il t'a attrapé, » dit Joyce. « Il ne m'a pas seulement attrapé, il m'a confronté. Il m'a appelé dans son bureau après les heures de travail. » L'expression de James s'assombrit à ce souvenir. Il a dit qu'il était déçu, qu'il me donnerait une chance de rendre l'argent et de disparaître, ou qu'il porterait plainte. Il agissait si juste, si moralement supérieur. « Et cela t'a mis en colère au point de le tuer ?» demanda Joyce, luttant pour garder sa voix stable. James la regarda directement. « Je n'avais pas l'intention qu'il meure, Joyce. Le sabotage était censé fermer le site, créer de la confusion pendant que je couvrais mes traces. J'ai dit à Grayson de cibler du matériel que John n'utilisait jamais. Mais papa était aux manettes de la grue ce jour-là, dit Joyce, se souvenant des détails de la confession enregistrée de Grayson. Ce n'était pas son travail habituel. Non, admit James, sa voix creuse. L'opérateur habituel a appelé malade. John a pris le relais parce qu'ils étaient en retard sur le calendrier. Quand j'ai découvert cela, il était trop tard pour l'arrêter. Tu aurais pu le prévenir, souligna Joyce, la colère montant dans sa voix. Tu aurais pu l'appeler, lui dire pour le sabotage. J'ai essayé, insista James. J'ai appelé son téléphone portable à plusieurs reprises ce matin-là. Il n'a jamais répondu. Plus tard, j'ai appris qu'il l'avait laissé dans son bureau pendant la précipitation pour faire fonctionner la grue. Joyce étudia son visage, cherchant un signe de tromperie. « Tu t'attends à ce que je te croie, après tout ce que tu as fait. »« Je ne m'attends pas à ce que tu croies quoi que ce soit, » répondit James fatigué. « Je voulais juste que tu connaisses la vérité, pour ce que ça vaut. Je n'ai jamais eu l'intention que John meure. C'était un accident, un terrible, impardonnable accident né de mon amertume et de ma cupidité. Et revenir, poursuivre maman, était-ce aussi un accident ?» James baissa les yeux sur son poignet menotté. C'était compliqué. Au départ, il s'agissait de l'entreprise, de finir ce que j'avais commencé. J'ai créé l'identité de Robert Miller, j'ai étudié votre famille, tout planifié méticuleusement. Mais ensuite, j'ai rencontré ta mère, passé du temps avec vous tous. Et des sentiments se sont développés, termina Joyce. Oui, admit-il tranquillement. Je me suis dit que c'était juste une partie du jeu, que je jouais juste un rôle. Mais quelque part en cours de route, la frontière s'est estompée. La bonté de ta mère, ton intelligence, l'esprit de Vivian, tu es devenu la famille que je n'ai jamais eue. Pourtant, tu prévoyais toujours de tout nous prendre, remarqua Joyce. Oui et non, répondit James. Les plans étaient en place, mais je n'arrêtais pas de retarder et de trouver des excuses. La vérité, c'est que j'étais en conflit. Une partie de moi voulait abandonner tout le plan, juste être Robert Miller et vivre la vie que j'avais trouvée avec votre famille. Qu'est-ce qui t'a arrêté? La peur, dit-il simplement. La peur que si jamais vous découvriez qui j'étais vraiment, je perdrais tout à nouveau. Et puis, vous avez trouvé ces documents, et ma pire crainte s'est réalisée.
Joyce resta silencieuse, réfléchissant à ces mots. Y avait-il une vérité là-dedans? Ou n'était-ce qu'une autre manipulation, une autre performance d'un homme qui s'était révélé être un maître de la tromperie? « J'ai une dernière question, dit-elle finalement. Les preuves que papa a laissées au phare, il devait soupçonner que tu pourrais revenir un jour. Pourquoi attendre 7 ans pour agir contre toi? Pourquoi ne pas tout remettre à la police immédiatement après l'accident? » James semblait vraiment surpris. « Tu ne sais pas? Savoir quoi? Le dernier acte de miséricorde de ton père, dit James doucement. Il aurait pu me dénoncer immédiatement, me faire arrêter pour l'escroquerie, mais il savait ce qui se passerait s'il le faisait. Quoi? L'entreprise aurait été investiguée, sa réputation endommagée, peut-être de manière irréparable. Les projets, y compris le projet d'autoroute, auraient été retardés ou annulés. Des centaines d'employés auraient perdu leur emploi. James secoua lentement la tête. Alors à la place, il a créé une protection. Des preuves à utiliser uniquement si je revenais jamais, si je menaçais sa famille. Il protégeait l'entreprise, réalisa Joyce, les gens qui en dépendaient, et me donnant une chance de disparaître, de recommencer ailleurs, ajouta James. Un homme meilleur aurait saisi cette chance, en aurait été reconnaissant. J'ai choisi une autre voie. Joyce se dirigea vers la porte, ayant entendu assez. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner pour ce que tu as fait. Je ne sais pas si l'un d'entre nous le pourra. Je n'attends pas de pardon, répondit James. Je voulais juste que tu comprennes. Ton père était un homme meilleur que je ne le serai jamais, même à la fin. Surtout à la fin. Alors que Joyce atteignait la poignée de la porte, James l'appela. « Joyce, attends, il y a une chose de plus que tu devrais savoir. » Elle s'arrêta, le regardant. « La nuit avant le mariage, j'ai transféré une somme d'argent significative sur des comptes pour toi et Vivian, dit-il. De l'argent qui provenait à l'origine de Smith Engineering, plus les intérêts. Je me suis dit que c'était des cadeaux de mariage, mais au fond, je pense que j'essayais de réparer les choses d'une petite manière. Les détails sont avec mon avocat. » Joyce l'étudia un long moment. « Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas mon argent, corrigea James. C'est ce qui aurait toujours dû faire partie de l'héritage de ton père pour toi. S'il te plaît, fais-en ce que tu penses être juste. » N'ayant plus rien à dire, Joyce ouvrit la porte et sortit, laissant derrière elle l'homme qui avait failli devenir son beau-père, qui avait été l'un des plus proches amis de son père et qui avait altéré le cours de la vie de sa famille pour toujours. 6 mois plus tard, Joyce se tenait devant la tombe de son père, un bouquet de fleurs fraîches dans les bras. Les feuilles d'automne craquaient sous ses pieds alors qu'elle s'agenouillait pour les poser contre la pierre tombale. « Tu me manques, papa, » dit-elle doucement. « Chaque jour. » Derrière elle, Deborah et Vivian attendaient respectueusement, laissant à Joyce un moment de solitude. Au cours des mois qui avaient suivi le mariage qui n'a jamais eu lieu, chacune avait trouvé sa propre manière de guérir. Deborah s'était investie dans la gestion de Smith Engineering, révélant un sens des affaires qui avait surpris tout le monde. Vivian avait lancé un groupe de soutien pour les jeunes qui avaient perdu des parents, canalisant sa douleur pour aider les autres. Et Joyce, après beaucoup de réflexion, avait utilisé l'argent que James avait restitué, ayant donné la plupart à un fonds de bourse au nom de son père, ne gardant que suffisamment pour établir une petite fondation dédiée à l'éthique dans les pratiques commerciales. James Forster avait été condamné à 20 ans de prison pour ses crimes. Le procès avait été heureusement bref, son plaidoyer de culpabilité épargnant à la famille l'épreuve de témoigner. Joyce ne l'avait pas revu depuis ce jour à l'hôpital, bien qu'il ait envoyé des lettres qui restaient non ouvertes dans son tiroir de bureau. Elle se leva maintenant, enlevant les feuilles de ses genoux. « Je pense que je comprends maintenant, papa. À propos de l'amitié, de la trahison, du pardon, c'est tout plus compliqué que je ne l'avais jamais imaginé. » Deborah s'approcha, passant un bras autour des épaules de Joyce. « Ton père serait si fier de toi, ma chérie, de vous deux. » Elle tendit l'autre bras pour inclure Vivian, qui rejoignit leur étreinte. « Penses-tu que papa aurait fini par lui pardonner ?» demanda Vivian, posant la question qui avait flotté dans l'esprit de chacune d'entre elles. Deborah réfléchit. « Je ne sais pas. John croyait aux secondes chances, mais certaines blessures sont trop profondes pour jamais guérir complètement. J'ai réfléchi au pardon ces derniers temps, » dit Joyce pensivement. « Pas pour James, mais pour nous. Porter de la colère demande tellement d'énergie. » « C'est un processus, acquiesça Deborah. Certaines journées sont plus faciles que d'autres. »
Elles restèrent ensemble dans un silence confortable, 3 femmes liées par la perte mais non définies par elles. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir restait à écrire. Alors qu'elles se tournaient pour partir, Joyce jeta un dernier regard sur la tombe de son père. Le soleil perça à travers les nuages, projetant une lumière chaleureuse sur la pierre tombale. « Prête à y aller » demanda Deborah, les clés à la main. Joyce hocha la tête, sentant un poids se lever de ses épaules. « Oui, dit-elle, je suis prête. » À ce moment-là, entourée des personnes qu'elle aimait le plus au monde, Joyce comprit que le plus grand acte de courage n'était parfois pas d'exposer la vérité ou de confronter le passé, mais de trouver la force d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés de ce qui avait été. Et dans son cœur, elle savait que son père aurait compris cela aussi. Et ainsi nous atteignons la fin de ce voyage. Une histoire qui a commencé par l'amour, mais qui a déployé des couches de trahison, de secret et de rédemption. Si vous êtes allés jusqu'ici, merci. Merci de vous intéresser, de vous engager et de vous connecter à un récit qui en son cœur parle de famille, de pardon et des choix qui définissent qui nous sommes. Maintenant, je veux entendre votre avis. Que feriez-vous à la place de Joyce? Comment géreriez-vous la découverte que quelqu'un de si proche cachait une vérité aussi dévastatrice? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux entendre votre voix. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous écoutez aujourd'hui. Votre histoire compte aussi. Si ce récit vous a touché, partagez-le. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de réfléchir au pardon, avec quelqu'un qui aime une bonne histoire pleine de suspense, ou simplement avec quelqu'un qui apprécie une histoire bien racontée. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car il y a d'autres histoires comme celle-ci qui arrivent, et je ne veux pas que vous en manquiez une seule. À la prochaine. Et rappelez-vous, la vérité peut blesser, mais elle est toujours le chemin vers la liberté.